Jamais l'innovation thérapeutique n'a été aussi fertile. Jamais l'innovation thérapeutique n'a été aussi diverse dans ses formes. Elle est scientifique, elle est dans la data, elle est dans le digital, et elle prend des formes complètement nouvelles. Probablement 50% de la pharmacopée de demain, 2025, appelons demain 2025, sera fait de médicaments de biotech. Donc voilà le premier sujet, c'est celui de l'innovation thérapeutique à destination des patients. Le secteur des entreprises de santé a été identifié par le gouvernement, par le Premier ministre, par le Président de la République, comme l'un des 5 secteurs stratégiques. Et quand on parle de stratégie, on va forcément parler de 2 éléments, l'attractivité à travers la forme scientifique, acteur de santé, et la forme économique. Et la troisième chose donc, que nous savons, c'est que, effectivement, dans ce domaine de l'attractivité, de la compétitivité, nous avons perdu du terrain dans le domaine de la recherche clinique. Et la France, qui bénéficie pourtant d'un terreau particulièrement riche et fertile sur un plan scientifique, sur un plan recherche, sur un plan public, sur un plan privé, toutes ces fertilités devraient se conjuguer pour faire de nous le premier acteur européen que nous ne sommes plus aujourd'hui. Aucun de ces sujets ne peut être traité séparément. Et c'est la cohérence de la chaîne qui est essentielle, c'est-à-dire l'attractivité dépendra de notre capacité à chercher, développer cliniquement, fabriquer et rendre ces traitements innovants accessibles aux patients en France. Et c'est toute la chaîne qu'il faut considérer. On peut noter que l'Europe reste avec une position forte dans le domaine de l'attractivité, puisque l'Europe participe à 44% des essais cliniques internationaux, puisque la majorité de ces essais sont effectivement des essais multicentriques, donc dans différents pays du monde, derrière les États-Unis, avec un certain nombre d'essais d'ailleurs qui peuvent être différents entre l'Europe et les États-Unis, et une répartition à peu près équivalente entre les phases 1, les phases 2, les phases 3, entre ces 2 continents majeurs de recherche clinique. Alors, si on regarde plus précisément la position de la France dans cette compétition internationale, et vous le voyez très clairement sur ces graphiques qui nous amènent à regarder ça depuis maintenant de nombreuses années, là 2015 figure sur le graphique qui vous est présenté. Donc la France qui apparaît en violet sur ce graphique est aujourd'hui en 4e position sur le territoire européen, avec devant nous l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Point important, nous le notons à chaque année, c'est la compétitivité sur les essais de phase précoce, parce que c'est là où démarrent les interventions, les premiers essais, et en général, quand une phase précoce démarre sur un territoire, elle est poursuivie par les phases secondaires, qui sont celles qui vont apporter, avec le plus de maturité, le potentiel d'innovation thérapeutique auquel souhaitent bénéficier, pour lesquels les patients peuvent bénéficier au travers des essais cliniques. Et donc la France, dans ces phases précoces, malheureusement, reste, comme nous l'avions constaté lors des précédentes années, en 5e position. Sur le plan justement des aires thérapeutiques privilégiées dans la recherche clinique, aujourd'hui, vous voyez, la France a maintenu cette compétitivité forte qui est une position de 2e en Europe. Donc là, elle se distingue avec l'Espagne qui est devant nous, mais cette fois-ci devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. On peut noter que la dynamique oncologie est bien, effectivement, fortement portée, puisque c'est quasiment un essai sur 2 qui porte en France dans le domaine de la cancérologie. Les délais se sont améliorés pour les délais d'autorisation gérés par l'Agence du médicament, puisque ces délais qui, normalement, réglementairement, doivent être réalisés en moins de 60 jours, sont effectivement, dans 87% des cas en 2019, réalisés dans ce délai, c'est-à-dire le délai infraréglementaire, et donc avec un délai médian de 41 jours pour l'autorisation de l'ANSM. Pour les CPP, le délai réglementaire est le même, 60 jours. Malheureusement, si on a pu noter une légère amélioration entre 2018 et 2019, vous voyez que seulement un tiers des essais cliniques sont autorisés dans les délais inférieurs à 60 jours pour les CPP, avec un délai médian de 67 jours. Quant à la convention unique, elle est aujourd'hui contractualisée, ou les contractualisations plutôt entre les établissements et les promoteurs se font dans un délai médian de 70 jours, ce qui nous amène à 21% des essais contractualisés dans des délais infraréglementaires, et cela de façon linéaire ou identique à ce qu'on peut monitorer sur l'année 2018.
Donc des marges de manœuvre existent assurément sur ces délais. Et là, aujourd'hui, souhaitons porter ce message important qui est, globalement, nous pensons que nous pourrions obtenir un essai clinique ou démarrer un essai clinique sur un délai de 3 mois, ce qui paraîtrait raisonnable si des efforts sont portés par chacun des acteurs concernés par la recherche clinique en France. Alors aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur 3 des propositions qui ont été élaborées. Parmi les 3 axes qui avaient été retenus. Donc le premier, c'est clairement de faire plus pour attirer les phases précoces sur le territoire, en oncologie certes, mais pas seulement. Les maladies rares et d'autres domaines sont essentiels, notamment là où des réseaux sont structurés. Donc on a élaboré un certain nombre de propositions. Le second, c'est donc d'accélérer en effet le démarrage des essais cliniques. Et le troisième, simplifier la conduite de ces essais. L'ensemble de ces propositions ayant vocation à d'abord bénéficier aux malades. Nous pensons que, alors même qu'il existe un très grand nombre de compétences, je le redis, serait beaucoup plus simplifié si une plateforme nationale était créée sur les phases précoces qui permettrait aux promoteurs d'être accompagnés et suivis tout au long de son parcours. Deuxième axe, donc renforcer la coordination entre les acteurs. La crise Covid nous a montré que, alors que 200 jours était le temps moyen pour un malade, pour une première inclusion d'un malade dans un essai clinique en France, et bien pendant la crise Covid, ça a été 3 semaines. Une des raisons très claires, c'est le fait que là où les gens travaillaient de manière les uns après les autres, on va dire les centres ou les experts ou les différents organismes se réunissaient les uns après les autres, et bien pendant le Covid, ils se sont réunis en même temps. Ils ont travaillé différemment, ils ont travaillé ensemble et on a gagné un temps très important. Le troisième axe, clairement, parle de la simplification de la conduite des essais cliniques. Simplifier est un mot qu'on reprend souvent, de toute façon, en France en général et dans la discussion autour de la santé en particulier. Simplifier, c'est... Il y a des tas d'aspects, mais il y en a un qui nous paraît particulièrement important. Et là encore, la période Covid a montré qu'on pouvait être plus flexible dans un monde où un très grand nombre des malades qui peuvent accéder aux essais cliniques habitent loin des centres, où la complexité des essais, où la sévérité des maladies pour lesquelles ces essais sont conduits, nous amène à penser qu'il faut de plus en plus conduire l'essai au domicile du malade, ou en tout cas sur une immédiate proximité. Et pour ça, développer la dispensation des traitements à domicile nous paraît essentiel, avec évidemment des personnels qualifiés, des infirmières qui permettraient de conduire ces essais au plus près, encore une fois, de l'habitat du malade, et avec des outils de suivi à distance. Aujourd'hui, on parle énormément de la télémédecine, téléconsulte, etc. Et on pourrait probablement générer, finalement, plus près aussi du mode de vie habituel du malade, des essais dont la valeur serait particulièrement intéressante. Aujourd'hui, il est peut-être temps que l'évaluation s'adapte aux méthodologies plus sophistiquées, aux e-méthodologies, à l'intelligence artificielle, à tout ce que nous sommes amenés à conduire aujourd'hui pour aller plus vite vers la démonstration, on va dire, de la valeur des produits et à l'accès aux médicaments. Pourquoi est-ce que les essais sont tellement importants? Christian et Thomas l'ont très bien dit. Ils sont d'abord importants pour les patients. Et on sait très bien, je me souviens d'une intervention de l'ancienne ministre de la Santé qui disait que dans le domaine de l'oncologie en particulier, les essais cliniques font partie des solutions thérapeutiques pour les patients, bien souvent. Et donc c'est d'abord pour les patients que l'attractivité de la France en matière de recherche clinique, et notamment ces 1000 essais qui n'ont pas été réalisés en France quand ils l'étaient en Europe, sont absolument essentiels. Le deuxième facteur qui est essentiel, c'est celui de l'attractivité de la France, et en particulier de l'accès et de l'implication que l'on permet aux acteurs scientifiques, qu'ils soient médecins, qu'ils soient chercheurs dans le domaine privé ou dans le domaine public. Et c'est cette attractivité de notre capacité scientifique en France que nous voulons valoriser. Et puis la troisième chose, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il ne peut pas être question de travailler sur l'attractivité en prenant les chapitres les uns séparément des autres. L'attractivité, elle commence par la recherche et par la recherche clinique, et après ça par les aspects industriels, et après ça par les aspects d'accès au marché. Mais il est absolument essentiel que l'on considère cette chaîne de façon cohérente. Alors peut-être en conclusion, on peut se dire que pour faire ça, nous pouvons nous appuyer sur peut-être 3 éléments qui seront clés. Le premier, c'est la data, encore et toujours, et dans le domaine de la recherche clinique, il faut bien considérer que la data, le digital et surtout la data prennent un rôle qui est de plus en plus important, et donc l'attractivité de la France dans ce domaine va être clé. Le deuxième, ça va être la place et le rôle et l'écoute que nous allons accorder aux patients, et notamment, Christian évoquait l'accès des patients
à l'essai clinique, quelles que soient les circonstances. Et puis le troisième qui est essentiel, c'est la synergie entre les acteurs, et notamment acteurs de recherche privés et acteurs de recherche publique.